Bonjour à tous. Donc on va commencer les nouvelles séries de vidéos. Donc tout le mois d'avril, ça sera ce qu'on appelle les sujets introductifs, donc niveau zéro. Donc on va présenter les choses de manière globale. Et ensuite, à partir des vidéos de la première série, on commencera les hostilités. Donc, dans cette série-là, zéro, donc on verra plusieurs disciplines vues de manière élargie. Et ensuite, comme prévu, on verra les planètes classées de... Enfin, non, les planètes, les corps célestes placés de la 50e à la 26e place. Alors je ne sais pas si je ferai des vidéos de 30 minutes ou d'une heure, je vais voir. Mais à savoir que je ne ferai pas de montage pour les vidéos qui présentent les thèmes de manière générale. Donc, comme prévu, ça marche par deux. Alors, normalement, c'est deux vidéos par jour, mais bon, vu qu'il y aura 40 vidéos en tout, et là, j'ai 26 jours. Donc il y aura peut-être une, peut-être deux. Je vais voir en fonction de ma forme. Je pense qu'il n'y en aura qu'une seule, ouais. Mais une vidéo qui pourra être divisée en plusieurs vidéos. En fait, c'est plusieurs vidéos. Donc le premier thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est le thème de l'astronomie. Puisque tout ce qu'on va faire par la suite, ça sera pratiquement que de l'astronomie. Quasiment, hein. En lien avec l'apparition des planètes et des galaxies et tout ça. Donc on va faire que de ça. Donc c'est pour ça que le premier thème, c'est l'astronomie. Donc on verra, on verra l'ensemble, notamment présenter de quoi il s'agit. Et on fera un petit aperçu historique. L'histoire de l'astronomie. Bon, ça sera juste après que j'ai fini ma tasse. Et l'autre thème qu'on verra, ça sera peut-être pas forcément aujourd'hui, parce que bon, j'ai la possibilité de ne faire qu'une seule vidéo. L'autre thème qu'on verra, ça sera le Big Bang. Voilà. Alors pourquoi le Big Bang? Donc, puisque c'est le début de tout, hein, tout simplement. Alors par contre, celui-là, il va être compliqué à faire. Donc je ne fais plus comme les vidéos précédentes. C'est-à-dire que je vais plus sur les liens connexes, tout ça. Parce qu'après, ça m'emmenait beaucoup trop loin. Et c'était sans fin, quoi. C'est pour ça que j'ai abandonné le système. Alors que là, c'est défini. C'est défini à l'avance. À l'avance, je vais parler de ça et je veux pas dériver je ne sais où, quoi. Donc ce sera 40 vidéos d'introduction. On va appeler ça comme ça. Dont, évidemment, ce fameux classement des corps célestes. En tout cas, les 10 premières vidéos, ça sera des vidéos de présentation générale. Donc là, l'astronomie. L'astronomie, c'est bien. Ça, on est bien dans le cadre d'une présentation générale. Mais il y a plusieurs disciplines, c'est pour ça.
Donc là, pour faciliter, euh, on appellera les deux premières vidéos, on les appellera les vidéos 0, 1A, et, puisque c'est l'introduction, donc 0, et 0, 1B. Ensuite, pour la deuxième, ça fera 0, 2A et 0, 2B. Et entre parenthèses, ça sera introduction. Mais on verra progressivement. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc, bah, on va attaquer l'astronomie. Donc, je vais essayer, si je le peux, de donner brièvement les définitions. Si par exemple on tombe sur un mot barbare, enfin sur un mot savant, parce que ça risque d'être le cas, hein. Alors j'y arriverai pas toujours, hein, mais après je vous dirai en- vaguement en quoi ça consiste. Ok, donc c'est parti pour la première vidéo qui sera peut-être découpée en plusieurs morceaux selon la durée, selon comment j'avance. Mais on va le faire. Alors, l'astronomie. L'astronomie est la science de... donc c'est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leur... bon, ça commence déjà. Ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. L'étymologie du terme astronomie vient du grec. Ouais, moi je sais pas fait de grec, j'arrive pas à lire le truc déjà. Ça vient d'un mot grec et qui veut dire la loi des astres. Avec plus de 5000 ans d'histoire, les origines de l'astronomie remontent au-delà de l'Antiquité dans les pratiques religieuses préhistoriques. L'astronomie est l'une des rares sciences où les amateurs jouent encore un rôle actif. Elle est pratiquée à titre de loisir par un large public d'astronomes amateurs. Donc nous allons voir dans un premier temps l'histoire. Alors, je vous invite, si vous voulez développer le thème, je vous invite à lire l'histoire de l'astronomie. Voilà. Vous voyez, ça c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'aurais fait avant. Mais là, je le fais plus parce que sinon, ça partait trop loin. Euh, J'aurais lu l'histoire de l'astronomie et l'histoire de l'astronomie m'aurait envoyé vers un autre truc, qui m'aurait envoyé vers un autre truc, et c'était sans fin, quoi. Donc là, on va rester. Bon, on va rester. On va pas dévier. Par contre, on va quand même parler d'histoire, parce que forcément. Le, mais on va pas rentrer dans les détails, le détail du détail. Sinon, ça va durer. Sinon, il y en a pour 10 heures. Donc, l'astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. L'archéologie, qui est un autre domaine, hein, révèle en effet que certaines civilisations de l'âge du bronze et peut-être du néolithique avaient déjà des connaissances en astronomie. Alors l'âge du bronze néolithique, vous comprenez hein, qu'on est au temps des hommes préhistoriques. Elles avaient compris le caractère périodique des équinoxes et sans doute leur relation avec le cycle des saisons. Elles savaient également reconnaître certaines constellations. Donc les constellations, c'est les étoiles, hein. Voilà. Donc à l'époque déjà, on avait compris certaines choses. L'astronomie moderne doit son développement à celui des mathématiques depuis l'Antiquité grecque, précision, depuis l'Antiquité grecque et à l'invention d'instruments d'observation à la fin du Moyen Âge. Vous voyez comme quoi le Moyen Âge n'était pas, ils n'étaient pas tous des cutéreux dans les champs, hein.
Si l'astronomie est pratiquée pendant plusieurs siècles parallèlement à l'astrologie, donc ne pas confondre astronomie et astrologie, hein. L'astrologie, c'est les tarots, enfin, c'est. Non, c'est les signes du zodiaque et tout ça. Le siècle des Lumières et la redécouverte de la pensée grecque voient naître la distinction entre la raison et la foi, si bien que l'astrologie n'est plus pratiquée par les astronomes. Parce que l'astrologie, en fait, c'est c'est à peu près la même chose que l'astronomie, mais avec un fond un petit peu plus religieux, en fait. Un fond un petit peu plus mystique. Et les astronomes ne font plus d'astrologie. Euh, Elisabeth Tessier en fait, mais bah, c'est l'horoscope, tout ça. L'astrologie, c'est ça. Alors, on va parler maintenant, on va commencer par, dans l'histoire, le néolithique. Vous savez que le néolithique, bah, c'est on va dire que c'est la fin de la préhistoire. Le début, c'est, si j'ai bonne mémoire, le paléolithique. Ensuite, il y a le mésolithique. Et le néolithique, bah, c'est juste avant le début de la civilisation. Ce qu'on appelle le début de l'histoire. Alors, au néolithique, tous les grands cercles mégalithiques sont faits des observatoires astronomiques. Alors, pareil, un cercle mégalithique, bah, vous pensez aux pierres de Stonehenge. Alors, les plus connus sont Nabta Playa, vieux de 6000 à 6500 ans, et bien sûr, je viens de le citer, Stonehenge, qui se trouve en Angleterre, dans le Wiltshire. Je ne sais pas trop où. C'est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Bon, ok. 1000 ans plus tard, Flammarion, qui le comprit l'un des premiers, parlera au sujet des cercles mégalithiques, de monuments à vocation astronomique et d'observatoires de pierre. Alors maintenant, on va passer à l'Antiquité. Donc l'Antiquité, c'est un petit peu avant Jésus-Christ, voire même un petit peu après aussi. Alors, les systèmes les mieux connus, sinon les plus développés, sont, dans l'Ancien Monde, l'astronomie indienne et chinoise. En effet, ce qu'on appelle le Rig Veda, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, le Rig Veda mentionne 27 constellations associées au mouvement du Soleil, ainsi que les 13 divisions zodiacales du ciel. Alors, je ne sais même pas d'où ça vient le Rig Veda, je pense que c'est indien. Voilà. Ensuite, on a l'astronomie sumérienne. Alors, les Sumériens, on va mettre ça du côté de la Turquie, la Syrie, enfin ces zones-là, l'Irak. Alors, l'astronomie sumérienne et ses dérivés, les astronomies chaldéennes, mésopotamiennes, égyptiennes et hébraïques, donc tout ça c'est dans la même zone, hein. Les chaldéens, les mésopotamiens, les égyptiens et les hébreux, hein. C'est à peu près dans ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient. Si bien que la Bible contient des énoncés au sujet de la position de la Terre dans l'univers et sur la nature des étoiles et des planètes. Dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire du côté américain, les astronomies amérindiennes sont aussi déjà très développées, notamment la Toltec, la Zapotec, qui est assez proche, et la Maya, tout à fait originale. Donc, l'astronomie Toltec, c'est du côté du Mexique. Zapotec, c'est pareil, c'est au Mexique aussi. Et puis, bon, je pense que les Mayas, tout le monde connaît. Ils ont fait par le 2 en 2012.
Parce que soi-disant, il y avait la fin du monde. Donc là. Hein. Ainsi, sans aucun instrument optique, les Mayas avaient réussi à décrire avec précision les phases et les éclipses de, attention, quelle planète? Vénus. Vénus. Hein. Donc, vous inquiétez pas, les phases et les éclipses, je pense on le verra plus tard. Alors maintenant, on va faire des petits préalables. Toutes les observations se faisaient à l'œil nu, puisque les anciens étaient aidés dans cette tâche par l'absence de pollution industrielle et surtout lumineuse. Et oui, le ciel était clair à l'époque. C'est pour cette raison, il n'y a pas trop de fumée, quoi, de fumée de cheminée. C'est pour cette raison que la plupart des observations à l'antique seraient impossibles aujourd'hui. Les dessins de la grotte de Lascaux sont en étude. On a pensé que les dessins servaient d'emplacement de constellations. Et oui, même les dessins de Lascaux, ça pourrait être considéré comme de l'astronomie. Au conditionnel. Hein. Alors, ces observations, parfois relativement simples en apparence, simples dessins de 4 ou 5 astres, supposent déjà une haute avancée dans la civilisation, à savoir l'existence d'un ensemble regroupant au minimum une écriture, ou tout au moins de son ébauche. Alors, quand on parle d'ébauche, on parle de proto. Donc ici, ça serait une proto-écriture, regroupant conjointement un ensemble de signes représentant les principaux objets et événements. Et un système, donc il y a une écriture et un système comprenant une cosmogonie. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est les mots. Donc, une cosmogonie, une cosmologie, une carte du ciel connue, sans oublier un calendrier, parfois très développé, et un observatoire souvent rudimentaire. Alors, la cosmologie, on verra ça plus tard. Alors, la cosmogonie, je vais vous dire ce que c'est. La cosmogonie, c'est un récit mythologique qui décrit ou explique la formation du monde. Voilà. La cosmogonie. Donc, sans ces préalables, il ne saurait exister d'observations astronomiques enregistrables. Durant des millénaires, l'astronomie est couramment associée à l'astrologie, qui en est d'ailleurs souvent le primum movens. Le divorce n'interviendra qu'au siècle des Lumières pour se perpétuer de nos jours. C'est-à-dire que maintenant, l'astronomie et l'astrologie, c'est pas pareil. Avant, c'était confondu. Maintenant, c'est deux thèmes distincts. Hein, on va savoir que l'astrologie, c'était le premier moteur de l'astronomie. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la haute antiquité. Donc là, on est toujours avant Jésus-Christ. Alors, l'invention de l'astronomie remonte aux Chaldéens. Alors, les Chaldéens, vous allez du direction l'Euphrate et le Tigre. C'est dans les mêmes zones, la Babylonie. Je sais pas, tout le Moyen-Orient, voilà, c'est le Moyen-Orient, c'est la Turquie, Syrie et compagnie. Donc l'invention de l'astronomie remonte aux Chaldéens, le peuple chaldéen, qui n'existe plus. Hein. À ses débuts, l'astronomie consiste simplement en l'observation et en la prédiction du mouvement des objets célestes. Donc on en verra une cinquantaine, puisqu'il y a les vidéos sont dédiées au corps céleste. Hein. Donc consiste en l'observation et en la prédiction du mouvement des objets célestes visibles à l'œil nu.
Parce que forcément, c'est ça aurait été compliqué de voir autrement qu'à l'œil nu à cette époque-là, hein. Mais ces différentes civilisations ont légué de nombreux apports et découvertes. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait voir Vénus à l'œil nu. Ah. En Mésopotamie, actuellement l'Irak, en tout cas la zone, l'astronomie voit apparaître ses premiers fondements mathématiques. Le repérage des trajets des astres errants se fait d'abord sur trois voies parallèles à l'équateur. Puis, après les premières observations systématiques de la fin du deuxième millénaire, vers 1200 avant Jésus-Christ, les trajets du Soleil et de la Lune sont mieux connus. Vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, apparaît la notion d'écliptique, et plus tard, encore une première forme de zodiaque à 12 parties égales, dans le temps et pas encore dans l'espace. Vous comprenez pourquoi les années sont divisées en 12, les 12 du zodiaque. Et par rapport à l'observation. Le calendrier, c'est ça, hein. Alors, la notion d'écliptique, c'est. Vous voyez la Terre, ben, c'est par rapport à un plan et voir comment la Terre elle est penchée par rapport au plan. Et c'est toujours calculé par rapport au Soleil. Parce que il y a le Soleil qui est là, la Terre peut tourner comme ça, mais elle peut tourner comme ça, elle peut tourner comme ça. Ouais, ça peut faire un angle. C'est l'écliptique, hein. Bon, vers le milieu, peut-être que j'en reparlerai plus tard. Vers le milieu du premier millénaire, vers le milieu du premier millénaire, on voit ainsi cohabiter un repérage, donc je répète, hein, en 12 signes très pratiques pour les calculs de position des astres et un repérage en constellation utilisé pour les interprétations de la divination astrale. Car je savais qu'à l'époque, on croyait beaucoup aux dieux, et bien sûr les dieux, les astres étaient confondus avec des dieux. Alors, on détermine seulement vers ce moment-là les périodes des cycles des planètes. Parce que c'est pareil, les planètes font des cycles par rapport au Soleil. Apparaît aussi le découpage en 360 degrés de l'écliptique. C'est con, j'ai pas de boule. Quand je suis dans. Non, j'ai pas de. Pour faire la Terre, là. Avec une vision 3D. L'astronomie mésopotamienne est différenciée en général de l'astronomie grecque par son caractère arithmétique. Elle est empirique. On ne cherche pas les causes des mouvements, on ne crée donc pas de modèle pour en rendre compte, les phénomènes ne sont pas perçus comme des apparences résultant d'un cosmos représentable géométriquement. Les astronomes mésopotamiens ont cependant le grand mérite d'avoir consigné soigneusement de nombreuses observations dès le 8e siècle au moins. Ces observations sont très utiles aux astronomes grecs, puisque bien sûr, comme vous pouvez le savoir, il y a un lien entre l'astronomie et la géométrie. C'est ni plus ni moins que de la géométrie dans l'espace.
Alors maintenant, nous allons voir l'Antiquité classique et tardive. Donc je vous invite à lire l'article concernant l'astronomie grecque. Mais bon, je ne m'embête plus à lire les articles en mode détaillé, hein. Parce que sinon on s'en sort pas, c'est trop long. Après ça fait des vidéos qui durent. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire soit l'article Wikipédia de l'astronomie grecque, ou soit sur des livres dans une médiathèque. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Astronomie grecque, ça se trouve dans les médiathèques. Voilà. Aussi, au pire, vous demandez à la bibliothécaire. Alors, Socrate, grand philosophe grec, considère l'astronomie comme futile. Pour Socrate, l'astronomie, c'est comme dirait, ouais, wesh, wesh, ça sert à rien l'astronomie. Voilà, Socrate. Ouais, ça sert à rien, ça. Voilà. Au contraire de l'Athènes antique, les anciens Grecs, dont Ératosthène, Eudoxe de Cnide, Apollonios, Hipparque et Ptolémée, construisent progressivement une théorie géocentrique très élaborée. Notamment Aristarque de Samos. Bon, je ne t'explique pas ce que c'est qu'une théorie géocentrique, hein. Bon, on va pas rentrer dans les théories, parce que sinon on va plus rien y comprendre. Euh, Ouais, d'accord. En fait, la théorie géocentrique, si je vais t'expliquer, parce que c'est une théorie qui dit que la Terre est immobile. Et que la Terre est au centre de l'univers. Voilà. Ouais, c'est un petit peu dans le même genre que la Terre plate. Ouh. Donc pour eux, la Terre, bim, immobile, au centre de l'univers. Alors, donc Aristarque de Samos formule les bases d'une théorie héliocentrique. Alors, pareil, qu'est-ce que c'est qu'une théorie héliocentrique? Eh bien, c'est le contraire du géocentrisme. Donc, ça veut dire que les Grecs avaient une théorie qui était plutôt le centre, la Terre au centre de l'univers, mais Aristarque de Samos va dire l'inverse. Il va dire que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Hélios, géocentrique, la Terre au centre de l'univers, et Aristarque de Samos, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, et donc on parle d'héliocentrisme. Voilà. Alors, en ce qui concerne le système solaire, grâce à la théorie des épicycles et à l'élaboration de tables fondées sur cette théorie, il est possible, dès l'époque alexandrine, donc Alexandre le Grand, de calculer de manière assez précise les mouvements des astres, y compris les éclipses lunaires et solaires. Donc, ils étaient capables de savoir que tel jour il allait y avoir une éclipse, soit de la Lune, soit du Soleil. Voilà. Donc, encore une autre théorie, c'est la théorie des épicycles. Alors, vaguement, la théorie des épicycles, ah, c'est pas évident parce que ça fait appel à beaucoup de géométrie, hein. Géométrie dans l'espace. Euh, euh, ça explique en fait les variations de vitesse et de direction dans les mouvements apparents de la Lune, du Soleil et des planètes. Parce que les planètes en fait ne tournent pas comme ça, hein. Ça tourne pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est le mouvement déférent. En fait, les planètes, ça tourne plutôt comme ça, hein. Voilà. Ça fait plutôt ce mouvement-là. Donc c'est la théorie
des épicycles. C'est des cycles dans. Il y a le cycle comme ça, mais il y a un cycle dans le cycle. Dans ça, il y a aussi ça. C'est deux cycles en même temps en fait. Et en calculant ça, parce que comme la Lune doit faire à peu près la même chose, ils, ils peuvent déduire, voilà, ce soir, il y aura une éclipse qui va arriver. Alors, concernant l'astronomie stellaire, ils apportent d'importantes contributions, notamment la définition du système de magnitude. Alors, la magnitude, c'est une mesure de l'irradiance d'un objet céleste observé depuis la Terre. Bon, en gros, c'est un classement des étoiles, hein. Donc, voilà. L'Almageste, c'est un livre hein, de Ptolémée, contient déjà une liste de 48 constellations et de 1022 étoiles. Donc dans l'Almageste, qui date d'avant Jésus-Christ, on peut y voir 48 constellations. Je rappelle qu'une constellation, c'est un endroit où il y a des étoiles. Un peu plus près des étoiles. Donc 1022 étoiles. Je me, je, Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus d'étoiles. Parce que si à l'époque on en avait vu 1022, aujourd'hui on en voit beaucoup plus. Alors, on va parler maintenant du Moyen Âge. Donc au Moyen Âge, l'astronomie ne peut être étudiée sans l'apport d'autres sciences qui lui sont complémentaires et nécessaires. Donc forcément les mathématiques, avec notamment la géométrie dans l'espace et évidemment la trigonométrie. Alors la trigonométrie, c'est le mélange des maths, de l'algèbre et de la géométrie. Vous savez, avec les x plus 1 égale 0, et après, il faut dessiner une droite ou x au carré plus 2 égale 0, f de x. Ouais, c'est ça la trigonométrie. Et bien sûr, la, la philosophie. Donc la philosophie euh, vient compléter tout ça. Et évidemment, pourquoi on utilise les maths? Tout simplement pour calculer le temps, le calcul du temps. Voilà. Combien de temps met une rotation, par exemple. Donc pour calculer le temps, bah, il faut utiliser des formules mathématiques. Donc, concernant les sciences et l'éducation en général au Moyen Âge, je vous invite à aller lire tout ce qui concerne les sciences du Moyen Âge, l'éducation médiévale et, bien sûr, n'oublions pas les sciences et les techniques de l'islam. Puisqu'à l'époque, ils étaient très doués. Donc, sciences et techniques islamiques. Je rappelle que les mathématiques, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, ça vient de. Alors je vais pas dire que ça vient de l'islam, mais ça vient de cette zone-là. Voire même, faut fouiller aussi du côté des Indiens. Ouais, des Indiens. Mais bon, l'Inde, c'est pas très loin, hein, c'est à côté, hein. Par rapport à l'Afghanistan, le Pakistan. Et, bah, justement, on va parler des Indiens. Et on arrive ici au Haut Moyen Âge. Le Haut Moyen Âge. L'astronomie indienne aurait culminé vers 500 après Jésus-Christ avec l'Arya-Bhattiya. L'Arya-Bhattiya, qui est un traité de mathématiques qui présente un système mathématique quasi copernicien dans lequel la Terre
tourne autour de son axe. Tourne plutôt autour de son axe, non. Tourne sur son axe. Donc rotation de la Terre. Ouais. Ça tourne. Alors je ne sais pas ce qui se passerait si par exemple la Terre s'arrêtait de tourner, si on serait expulsé, si on serait expulsé dans les airs. Je suppose hein, que ça serait comme ça. Donc ce modèle considère le mouvement des planètes par rapport au Soleil. Alors pourquoi c'est quasi copernicien? Parce que je suppose que c'est lui qui a dit que la Terre tournait autour du Soleil. Bon, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, Copernic. Alors, pour s'orienter sur mer, parce que c'est important, mais aussi dans le désert, les civilisations arabo-persanes ont besoin de données très précises. Dérivée des astronomies indiennes et grecques, l'astronomie islamique culminera vers le Xe siècle. Boès, 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 480, entre 480 et 524 après Jésus-Christ. Philosophe, homme politique latin, et le fondateur, dès le VIe siècle, du quadrivium. Le quadrivium, ça inclut l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Donc je ne sais pas ce que la musique vient faire. Ah, quoi que si, la musique, ça peut avoir un petit rapport. Ouais. Parce que c'est bien... c'est bien... il y a bien un petit peu de mathématiques dans la musique, ne serait-ce que par le rythme, la, la vitesse de... Quand on parle de la musique en deux temps, trois temps et tout ça, il y a bien un petit peu de maths dans la musique. Donc, après les invasions barbares, l'astronomie se développe relativement peu en Occident. C'est vrai que c'est l'époque en Occident, c'était pas. C'était un petit peu des. C'était un petit peu des sauvageons, quoi. Ils aimaient bien se battre à l'époque. Par contre, quoique. Enfin, ils aimaient bien se battre, mais. Il y avait pas trop. C'était pas trop. C'était pas très scientifique hein, à cette époque-là. Par contre, dans le monde musulman, à partir du 9e siècle, elle est florissante. L'astronome persan Al-Farghani, né en 805, mort en 880, Al-Farghani, donc qui est un astronome en fait, hein, écrit beaucoup sous le mouvement des corps célestes. Il effectue une série d'observations qui lui permettent de calculer l'obliquité de l'écliptique. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, l'obliquité de l'écliptique, en fait, c'est le synonyme de l'inclinaison de l'axe. Donc c'est une grandeur qui donne l'angle entre l'axe de rotation d'une planète et une perpendiculaire à semblant orbital. Donc il y a un plan, il faut faire de la géométrie dans l'espace, hein. Il y a un plan orbital comme ça, mais, euh, mais la planète, elle va être plus ou moins penchée. Sans entrer dans trop de précision, mais les amateurs de géométrie apprécieront. Al-Kindi, 801-873, philosophe et scientifique encyclopédie, a écrit 16 ouvrages d'astronomie. Al-Kindi.
Il y a aussi Al-Batani, 855-923 après Jésus-Christ, qui exerçait les fonctions d'astronome et de mathématicien. Les deux sont liés de toute manière. Al-Hasib al-Misri, 850-930, était un mathématicien égyptien. On peut citer également Al-Razi, 864-930, qui était un scientifique persan. Donc on a un égyptien, un persan et un Al-Batani, c'est un arabe. Donc on a un arabe, un égyptien et un persan. Et enfin, on va ensuite un autre, hein, tant qu'à faire. Al-Farabi, 872-950, qui était un grand philosophe et un scientifique iranien. Et on ajoute une personnalité de l'Iran. À la fin du Xe siècle, un grand observatoire est construit près de Téhéran par l'astronome perse Al-Rouhandi. Alors, la philosophie de Platon et d'Aristote fait partie intégrante avec l'ensemble des autres sciences, c'est-à-dire la médecine, la géographie, la mécanique, et ainsi de suite, de ce grand mouvement de renaissance appelé l'âge d'or de l'islam. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, de lire tout ouvrage concernant la civilisation islamique. Alors, on va parler maintenant de Saint Bède le Vénérable. Je ne sais pas si c'était vraiment vénérable. Il s'attribue des noms comme ça. Est-ce que c'était vrai ou pas? Ça sera à vous de juger. Donc, Saint Bède le Vénérable, au 8e siècle, développe en Occident les arts libéraux, euh, le trivium et le quadrivium. Alors, à savoir que le trivium fait partie c'est l'un, fait partie des 7 arts libéraux. Et le trivium, comme son nom l'indique, on contient 3 trivium. Donc, le trivium, en fait, développé par Saint-Bède le Vénérable, c'est en fait, en français, ça veut dire la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Donc, le français, en gros. Donc, la grammaire, c'est les règles, les, les règles de l'écriture française, la conjugaison et compagnie. La rhétorique, c'est la manière de parler et de s'exprimer euh, pour que les phrases veuillent dire quelque chose. Et enfin, la dialectique, c'est l'étude de la langue. Et bien sûr, les autres, ça s'appelle les 4 autres, parce que j'ai dit qu'il y en avait 7. Ce qu'on appelle le quadrivium, ça correspond aux arithmétiques, à la géométrie, à la musique et à l'astronomie. Donc le trivium, ça serait plutôt les disciplines littéraires, et le quadrivium, ça serait plutôt les disciplines scientifiques. Alors, notre Saint Ben le Vénérable établit les règles du compu pour le calcul des fêtes mobiles et pour le calcul du temps qui nécessitent des éléments d'astronomie. Donc le compu, pareil, c'est encore un truc c'est le compu ecclésiastique. C'est pour calculer par rapport au calendrier. Calculer, voilà, pour savoir, sûrement, pour établir qu'à telle date, il y a tel événement à fêter. Voilà, calculer Pâques, Noël. Donc c'est par rapport à l'observation des astres. Alors, d'autres éléments sont introduits en Occident par l'intermédiaire de Gerbert d'Aurillac, qu'on a appelé Sylvestre II. Sylvestre II.
Donc, à savoir que Sylvestre II était un mathématicien, un philosophe et un mécanicien. En effet, à l'époque, il n'était pas rare que les personnes euh, étaient, étaient dans plusieurs disciplines, hein. Maintenant, ça serait impossible. En règle générale, quand une personne est philosophe, c'est rarement un mécanicien, c'est rarement ni non plus un mathématicien. Mais avant, les personnes touchaient un petit peu à tout, quoi. Maintenant, maintenant, ça serait plutôt des études ciblées. Donc, notre Gerbert d'Aurillac, un peu avant l'an 1000, a introduit d'autres éléments en prenant en compte la philosophie d'Aristote. Alors, il est difficile de savoir exactement quels astronomes musulmans sont alors connus de Gerbert d'Aurillac. On ne sait pas si Gerbert d'Aurillac a, a connu dans sa vie des astronomes venant du monde musulman. Donc maintenant, on va parler du bas Moyen Âge. Donc l'œuvre d'Al-Farghani, dont on a parlé tout à l'heure, est traduite en latin au XIIe siècle, en même temps que bien d'autres traités arabes, et en même temps que la philosophie d'Aristote. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, enfin, vous pouvez lire n'importe quel livre euh, concernant le Moyen Âge. Alors on va citer quelques musulmans célèbres. Alors je regarde, je regarde depuis quand de temps ma vidéo tourne. 47 minutes. Ah oui quand même. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ok. Alors, j'avais dit que je faisais des vidéos d'une demi-heure et en fait, non. Alors, je vais être obligé de couper en... Ouais, on va finir le truc d'histoire. Ok. Ouais. Bah finalement, on va laisser tomber les vidéos d'une demi-heure, c'est pas possible. Parce que sinon, ça va faire trois vidéos. Ouais, là, il y en aura peut-être même trois des vidéos, hein. Donc, on va citer les musulmans de l'époque. Donc, le premier, il est perse et il s'appelle Omar Khayyam. Omar Khayyam, 1048, mort en 1131. Euh, Cette personnalité a compilé une série de tables astronomiques et il a réformé le calendrier. Omar Khayyam. Donc le deuxième qu'on pourrait citer, c'est Ibn al-Haytham, 965-1039, qui était un fameux mathématicien et physicien arabe. On a également Al-Biruni, je ne sais pas si je prononce bien les mots, les noms, hein. Al-Biruni, 973-1048. Oh oui, pareil, il était multifonction. Enfin, il était multiscientifique, hein. Donc lui, il était mathématicien, astronome, encyclopédiste, et etc. etc., etc. On peut également citer dans le Panthéon Nasir ad-Din at-Tusi, 1201 1274. Donc lui, pareil, il était multi-activité, hein, philosophe, mathématicien, astronome et bien sûr théologien perse. À savoir que ce Nasir ad-Din at-Tusi est très important parce qu'il est considéré comme l'un des fondateurs de la trigonométrie. Donc vous pouvez le remercier parce que c'est grâce à lui que vous faites des équations de type x plus 2, 2x plus 1 égale 0.
et ainsi de suite, hein. Là, là c'est la trigonométrie de sixième. Ensuite, on peut citer Al-Kashi, 1380-1429. Donc lui, il a vécu en Iran et un petit peu en Ouzbékistan. Donc l'Ouzbékistan, qui est un pays qui se trouve en dessous de la Russie. C'était russe d'ailleurs à l'époque, hein. Enfin, dans les années au XXe siècle. On peut citer également Al-Maghribi. Al-Maghribi. Donc pareil, lui, il était mathématicien et médecin. Et Abd al-Rahman al-Soufi. Donc lui, il était plutôt du côté perse, donc vers Téhéran. Voilà. Donc on va parler maintenant de l'époque moderne. Alors, pendant la Renaissance, le fameux Copernic, qui est polonais au passage, propose un modèle héliocentrique du système solaire ayant de nombreux points communs avec la thèse de Nassir ad-Din at-Tusi, avec son De Revolutionibus, publié en 1543 après sa mort. Donc dans le De Revolutionibus, on peut y voir que le Soleil est au centre de l'univers. Ça s'appelle l'héliocentrisme. Et je crois qu'il a eu des problèmes. Près d'un siècle plus tard, cette idée est défendue, étendue et corrigée par le fameux Galilée et par un autre qui est moins connu, Kepler. Donc, Johannes Kepler. Donc, lui, c'était le Galilée allemand. Galilée imagine une lunette astronomique en s'inspirant des travaux du Hollandais Hans Lippershey, dont la lunette ne grossissait que 3 fois et déformait les objets, pour améliorer ses observations. Donc Hans Lippershey a inventé une lunette, mais par exemple cet objet-là devenait, voilà, 3 fois, ça fait pas grand-chose, hein. Euh, non seulement c'est pas grand-chose, mais ça déformait. Donc 3 fois, 3 fois ça, ça fait ça. Donc Galilée s'est inspiré de cette première lunette basique. Alors, s'appuyant sur des relevés d'observation très précis faits par le grand astronome Tycho Brahe, Kepler, du côté allemand, est le premier à imaginer un système de lois régissant les détails du mouvement des planètes autour du Soleil, mais n'est pas capable de formuler une théorie allant au-delà de la simple description présentée dans ces lois. C'est Isaac Newton, le Newton, qui, en formulant la loi de l'attraction des corps, ce qu'on appelle la loi de la gravitation. Donc la gravitation, c'est simple. Si je laisse tomber mon dé, eh ben le dé tombera. Si je lâche mon dé, plutôt, le dé va tomber. Et le dé ne restera pas suspendu dans les airs à s'envoler. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. Donc c'est la manifestation que je viens de dire, ça s'appelle l'attraction terrestre. C'est ça qui nous permet de rester au sol, de ne pas s'envoler, quoi. Mais la gravitation, c'est en fait que les planètes ou les corps célestes, hein, euh, se déplacent toujours par rapport à, à une planète, on va dire, centrale.
La Terre se déplace par rapport au Soleil, la Lune se déplace par rapport à la Terre. Enfin voilà, c'est un peu. C'est tout ce qui concerne les interactions entre les planètes. Parce que je- l'interaction physique. Donc Newton va formuler la loi de l'attraction des corps et va l'associer à ces lois de mouvement. Et ça va permettre finalement de donner une explication théorique au mouvement des planètes. Il invente aussi le télescope réflecteur qui améliore les observations. Alors, un télescope réflecteur, je pense que c'est un télescope qui réfléchit la lumière. Enfin voilà, c'est un télescope à la Newton. On va pas rentrer dans les détails. Le- on va dire que c'est l'un des premiers télescopes ayant existé. Enfin, là, je dis bien l'un des premiers, pas forcément le premier, mais c'est un télescope qui apporte une petite nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Voilà. Le passage du modèle géocentrique, c'est-à-dire la Terre au milieu de l'univers, de Ptolémée, au modèle héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil au centre de l'univers, avec Copernic, Galilée et Newton. Retenez bien ces trois noms, Copernic, Galilée, Newton, est décrit par le philosophe des sciences Thomas Samuel Kuhn comme une révolution scientifique. Et oui, effectivement, ce fut une révolution scientifique et ils ont eu quelques petits problèmes pour, euh, pour apporter cette révolution en, donc, on va finir ce topo d'histoire avec l'époque contemporaine. Alors, on découvre, dans l'époque contemporaine, que les étoiles sont des objets très lointains. L'étoile la plus proche du système solaire, alors, essayez de deviner son nom, c'est non, le Proxima du Centaure. Le Proxima du Centaure. Et il faut savoir que cette étoile se trouve à plus de 4 années-lumière. C'est-à-dire, alors les années-lumière, le symbole c'est AL. Ouais, je sais pas à quoi que ça correspond, mais bon, faut imaginer que c'est très loin. 4 années-lumière. C'est- Sachez que c'est une unité de longueur en astronomie. Alors euh, je ne sais pas faire la conversion année-lumière en distance. Ça, je sais pas le faire. Donc, faites vos recherches. Donc, avec l'introduction de la spectroscopie. Alors, il faut que j'explique ce que c'est que la spectroscopie ou la spectrométrie. C'est l'étude expérimentale du spectre d'un phénomène physique, c'est-à-dire de sa décomposition sur une échelle d'énergie où toute autre grandeur sera menant à une énergie. Ça, c'est pour la définition. On va pas s'apesantir là-dessus. Donc, avec l'introduction de la spectroscopie, on montre que c'est les étoiles. Hein. Ouais, que les étoiles, elles sont similaires au Soleil, mais dans une grande gamme de températures, de masse et de taille. Donc les étoiles ressemblent, on va dire, au Soleil, mais un détail près, c'est que
elles n'ont pas forcément la même température, elles n'ont pas les mêmes masses, et elles n'ont pas les mêmes, surtout, elles n'ont pas la même taille. Donc en fait, les étoiles, c'est diversifié, hein. Alors, l'existence de notre galaxie, que nous appelons la Voie lactée. Alors pourquoi lactée, pourquoi le lait, je comprends. En tant qu'ensemble distinct d'étoiles, n'est prouvé qu'au début du XXe siècle, du fait de l'existence d'autres galaxies. Dans la Voie lactée, il faut savoir qu'il y a 400 milliards d'étoiles. Et il y a 100 milliards de planètes. 100 milliards. Euh, Soi-disant. Pour l'instant. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs galaxies. Alors, peu après, on découvre l'expansion de l'univers, donc c'est plus l'infini, hein, qui est la conséquence de la loi de Hubble. Alors, établissant une relation entre la vitesse d'éloignement des autres galaxies par rapport au système solaire et, et leur distance. Donc, à savoir que selon les scientifiques, l'univers s'agrandit toujours de plus en plus. C'est-à-dire que l'univers, en fait, n'est pas fixe. Il s'étend, s'étend, s'étend jusqu'à plus l'infini. Et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. En fait, c'est un phénomène qui voit à grande échelle les objets composant l'univers s'éloigner les uns des autres. Bah, donc imaginons qu'il y a, je sais pas, 20 galaxies au hasard, hein. Et ben les galaxies vont toujours s'écarter, s'écarter, s'écarter toujours plus, s'éloigner sans arrêt. On va dire c'est l'expansion de l'univers. Bon, la cosmologie fait de grands progrès, donc on expliquera ce que c'est que la cosmologie, fait de grands progrès durant le XXe siècle, notamment avec les théories du Big Bang, largement supportées par l'astronomie et par la physique, comme le rayonnement thermique cosmologique, ou ce qu'on appelle le rayonnement fossile, et les différentes théories de nucléosynthèse expliquant l'abondance des éléments chimiques et de leurs isotopes. Pourquoi on trouve beaucoup beaucoup d'azote, d'hydrogène, de nitrate et tout comme ça, ben ça vient de là, ça vient du Big Bang. En fait, le rayonnement thermique cosmologique, c'est un, c'est un rayonnement électromagnétique qu'on observe dans toutes les directions. Voilà. La nucléosynthèse, c'est en fait la synthèse des noyaux atomiques. Donc là, on entre dans les cours de sciences physiques, là, qui peuvent entraîner des désintégrations radioactives ou des fissions spontanées. Voilà. La nucléosynthèse. Alors, dans les dernières décennies du XXe siècle, l'apparition des radiotélescopes, de la radioastronomie et des moyens de traitement informatique autorise de nouveaux types d'expérimentation sur les corps célestes éloignés par analyse spectroscopique des raies d'émission émises par les atomes et leurs différents isotopes lors des sauts quantiques et transmis à travers l'espace par les ondes électromagnétiques. Alors l'UNESCO décrète 2009 comme étant l'année mondiale de l'astronomie. Alors, ouf, là, la dernière phrase était un peu compliquée là. Donc, apparition des radiotélescopes. Donc, radiotélescope, c'est. On le voit souvent dans les films. Euh, j'essaie de le dessiner.
C'est les grosses antennes. Non, c'est des télescopes, mais c'est des antennes paraboliques en fait. Des grosses antennes paraboliques. Et comment. Ah, j'ai pas d'objet sous la main qui pourrait ressembler. Ouais, même pas, même ça. Ouais, que. Ça fait un creux, ça fait des trucs en creux, comme, un peu comme ça. Non, c'est pas. Bah, de toute façon, vous faites un Google Images et vous tapez radiotélescope. Bon, vous l'aurez. Ensuite, la radioastronomie, en fait, ça veut dire l'étude, justement, du matériel utilisé dans l'astronomie. Donc je vais faire mot par mot. Dans les dernières décennies du XXe siècle, l'apparition des radiotélescopes, de la radioastronomie et des moyens de traitement informatique autorise de nouveaux types d'expérimentation sur les corps célestes éloignés, donc par analyse spectroscopique, des raies d'émission. Alors des raies d'émission, c'est ce mot-là que je voulais savoir. Donc une raie spectrale, c'est une ligne sombre ou lumineuse dans un spectre électromagnétique autrement uniforme et continu. Les raies spectrales sont le résultat de l'interaction entre un système quantique et le rayonnement électromagnétique. Bon. Même en lisant la définition, j'ai rien compris, mais bon, c'est des raies d'émission. En fait, c'est des raies d'émission qui sont émises par les atomes et leurs différents isotopes lors de ce qu'on appelle des sauts quantiques. Et transmises à travers l'espace par des ondes électromagnétiques. Alors, les sauts quantiques. Un saut quantique, c'est un changement brusque de l'état d'un système quantique de manière pratiquement instantanée. Bon, alors, si on part dans la physique quantique, on risque de ne pas y comprendre. Allez, on va arrêter la vidéo là. Et la prochaine fois, on continuera la suite parce que c'est pas fini. Et on verra les différentes matières de l'astronomie. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Et donc là, ce sera la toute première vidéo de 1h07, 1h07 quand même. Hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et joyeuse Pâques.